Deuxième partie de Soir d'info qui reçoit Monsieur Souleymane Sarr, membre du conseil d'administration de l'association des professionnels des systèmes financiers décentralisés. Bonsoir Monsieur Sarr. Bonsoir Madame Diallo. Alors, nous allons parler de l'impact du Covid-19 sur la microfinance. Quand nous disons microfinance, on doit comprendre quoi par microfinance d'abord? Ok, merci Madame Diallo. Permettez-moi, avant de commencer, de vous adresser au nom du président de l'APSFD, M. Amadou Boutia Gueye, toutes les félicitations, les vives félicitations de la profession pour l'excellent travail que vous abattez, un travail de communication sociale dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Donc, pour revenir à votre question, la microfinance est une industrie, est un secteur dont le but, la mission est d'offrir des produits et des services financiers de qualité à moindre coût aux personnes exclues du système financier classique de façon générale. Ces personnes-là peuvent être caractérisées par leur niveau de revenus bas ou par le fait qu'elles ne présentent pas les caractéristiques et les qualités qui leur permettraient de pouvoir accéder au crédit ou aux services financiers des banques, du point de vue de la réglementation bancaire. Oui. Alors cela veut dire que vous êtes au niveau micro, ça veut dire que vous financez le secteur des petites et moyennes entreprises. Très bien, très bien. Nous avons un ciblage ouvert de masse. Nous ciblons aussi bien, comme vous le dites, les AGR et les MPME. C'est-à-dire? Les AGR, c'est les activités génératrices de revenus. Nous partons du niveau le plus bas, les activités génératrices de revenus, dans le milieu urbain, périurbain ou rural. Les femmes qui ont besoin de 25 000, de 50 000, de 100 000, même dans le cadre de groupements de crédit solidaire. Mais aussi, nous finançons les très petites entreprises, c'est-à-dire que les entreprises qui ont un personnel assez qualifié, c'est-à-dire le menuisier, le tailleur, etc., les commerçants dans les marchés d'une certaine envergure, le commerçant qui fait du demi-gros, du détail, etc., et du gros. Mais aussi les petites et moyennes entreprises. Chaque SFD que vous voyez ici a au niveau de son institution un guichet PME pour un peu impacter la création d'emplois et le financement de la croissance au niveau économique. Et comment se fait le financement? Donc le financement se fait, comme on dit, dans le cadre d'un certain nombre de valeurs qui est l'ADN des institutions de microfinance. C'est la proximité, c'est ça qui fait notre force. Puisque nous sommes une alternative au système bancaire classique et à leur méthodologie, à leur technologie classique, laquelle technologie n'est pas très adaptée pour adresser les populations qui présentent les caractéristiques que je viens d'évoquer. C'est pourquoi nous allons sur le terrain. C'est là où, en fait, l'impact du Covid-19 va être clair quand nous y reviendrons. Nos agents de crédit se déplacent souvent avec un certain nombre de logistiques, des motos, pour aller vers les populations. Les populations ne viennent pas vers nous. Nous, on a ce qu'on appelle une approche push en marketing. Et quand vous allez vers les populations, c'est pour leur dire quoi? Pour leur dire quoi? Oui. Pour leur expliquer nos produits et nos services, pour leur aider à ouvrir des comptes et pour leur instruire des dossiers de crédit. C'est ça, pour les instruire des dossiers de crédit et les financer. Donc, parce qu'on se rend compte que du fait des difficultés de déplacement de ces populations, il faudrait qu'on joue dans la proximité. C'est pourquoi nos agents de crédit ne sont pas dans nos bureaux. Ils sont logés dans les quartiers, dans les villages, dans les hameaux, pour pouvoir être à proximité des clients, comprendre leurs besoins et leur apporter les produits et les services qu'il faut. Mais pour que quelqu'un aujourd'hui puisse bénéficier de vos services, vous lui demandez de fournir quel dossier? Est-ce qu'il doit donner des acomptes? Qu'est-ce qu'il doit faire pour bénéficier de vos services? Pour bénéficier de nos services, déjà, pour bénéficier d'un service, déjà, il faut aussi, c'est une institution mutualiste comme une coopérative, il faut déjà adhérer, être membre. Parce que dans le cadre des institutions mutualistes ou coopératives d'épargne et de crédit, l'institution appartient aux clients. C'est pourquoi on les appelle des sociétaires. C'est les membres sociétaires. Les organes de gouvernance qui fixent les orientations et la stratégie de l'institution sont définis par les membres eux-mêmes. Le personnel technique n'est qu'un personnel contractuel qui est là
pour mettre en œuvre les orientations du conseil d'administration qui est composé essentiellement des membres, des vendeurs de cacahuètes, des cultivateurs, etc., du comité de crédit et du conseil de surveillance qui s'occupe du contrôle de l'institution. Donc, même tout ce qui est politique de crédit, comment on doit octroyer, quelles sont les personnes qui doivent être éligibles au crédit, quel doit être le niveau de leur actif, quel doit être le niveau de leur rentabilité, ça c'est en fait c'est une politique qui est définie par ces clients eux-mêmes, les sociétaires. Donc une fois cela fait, les techniciens que nous sommes ne font que mettre en œuvre. Même s'il faut une révision tarifaire, c'est à l'AG que tous les gens du village qui sont dans la mutuelle viennent pour dire que puisqu'on a fait tant de rentabilité ou d'excédent, il nous faut baisser les taux. Mais est-ce que cela veut dire que ce sont les bénéficiaires de crédit eux-mêmes qui financent l'argent qu'on va leur retourner sous la forme de crédit? Très bien, c'est en partie. Oui. Parce que dans la structure des ressources des institutions mutualistes ou même des sociétés anonymes, il y a une partie qui est représentée par l'épargne. Vous savez, l'épargne, vous ne le prenez pas comme l'épargne brute. Ce qu'on utilise souvent, c'est la variation de l'épargne. Déjà, quand on a par exemple 100 millions d'épargne, les 100 millions sont déjà financés, sont entre les mains des clients. L'année suivante, quand il y a 120 millions, ce sont les 20 millions qui viennent s'ajouter au financement de la croissance pour que les gens puissent avoir beaucoup plus de crédit. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que la demande est tellement importante que seule l'épargne des ménages ou des populations ne peut suffire. Donc, il nous arrive d'aller lever des fonds au niveau du système bancaire classique. Comme vous le savez, les SFD, du fait de la réglementation, n'ont pas accès au guichet de refinancement de la Banque centrale, aussi bien dans les opérations d'open market ou en fait le guichet du prêt marginal. Donc, c'est les banques de second rang qui sont refinancées par la Banque centrale qui nous refinancent nous. Donc, nos grossistes, ce sont les banques de second rang, les banques commerciales. Donc nous sommes un peu au bout de la chaîne, mais parce que les banques, du fait que les populations sont exclues, ne peuvent pas financer directement les populations. Donc ils nous refinancent, nous finançons les populations. Donc pour vous dire, les ressources que nous utilisons, il y a une infime partie qui est constituée par l'épargne, mais il y a l'autre partie qui est constituée des ressources, des emprunts que nous levons, souvent à des taux de 8 à 10% au niveau local, et souvent à des taux de 8% au niveau des investisseurs et des bailleurs étrangers. Je vous dis, 58% des ressources que nous donnons aux clients nous viennent de l'étranger. Nous viennent de l'étranger parce que du fait des contraintes que les banques ont, il est très difficile maintenant même de lever des fonds auprès des banques. Mais les financements se font sur la base de quel taux? En fait, aujourd'hui, la Banque centrale qui régule les taux. En fait, tout ce qui est politique monétaire est à l'achat de la Banque centrale. La Banque centrale fait ce qu'on appelle un travail sur l'étude des coûts et de la tarification des services financiers. C'est à partir de ce moment, il va trouver un taux d'équilibre, ce qu'on appelle le juste prix. Un taux qui soit en adéquation avec la viabilité de l'institution, qui est l'instrument financier des populations, mais aussi qui soit assez abordable pour que les populations puissent aussi s'en sortir. C'est quel taux? Le taux de la BCEAO aujourd'hui, fixé le taux d'usure, qui relève d'une loi, ce qu'on appelle la loi... Vous avez les mêmes taux que les banques? Non, c'est 24% le taux d'usure. Oui. Maintenant, les banques, c'est 15%. Ces différences relèvent du fait que, je l'ai expliqué tout à l'heure, les banques se font refinancer à des taux très bas, mais nous nous faisons refinancer par les banques commerciales. Pour dire que le détaillant et le grossiste ne peuvent pas vendre au même taux. Vous comprenez un peu? Donc, le taux d'usure, c'est 24%. Mais ces 24%, il y a beaucoup de gens qui font des erreurs. Les 24% de taux d'usure, c'est un taux effectif global. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui, Madame Binta Diallo, Binta Diallo. Ouais, Madame Binta Diallo demande un crédit de 1 million dans une institution de microfinance, ça ne veut pas dire que Madame Binta Diallo va payer 24% de 1 million. Vous n'allez pas payer 240 000. Parce que le taux, c'est un taux annuel. Ce n'est pas un taux mensuel. Quand vous dites 24%, les gens vont comprendre que non, ce n'est pas ça. Quand vous prenez 1 million dans un SFD pour aller à Rosso ou aller faire votre commerce, durant l'année, vous n'allez pas payer 240 000. Vous allez payer combien? Voilà, pour le comprendre, parce que c'est un taux qui est dégressif. L'intérêt n'est pas calculé sur les 1 million. C'est sur le capital. À chaque fois que vous remboursez une échéance, une traite, cette traite-là est défalquée du capital initial et l'intérêt maintenant est appliqué au reliquat, au capital restant. Ce qui fait que à la fin du crédit, si vous rapportez l'intérêt que vous avez payé sur le montant initial, vous allez vous retrouver avec un taux de moins de 10%. C'est ce qu'on appelle l'équivalent constant. Donc le taux de 24%, si vous prenez son équivalent en taux linéaire,
N'est-ce pas? Vous comprenez ce que je dis? Oui, oui. Ça va vous faire à peu près entre 10 et 11%. Oui. Donc, si vous prenez 1 million, normalement... 11%, c'est quand même élevé. Non, attends, j'en viens. Oui. Non, c'est en fait, c'est relatif, Oui. élevé. Donc, il faut voir la structure des 10%. Quelle est la structure? C'est composé de quoi? Si vous prenez le coût de la ressource, je vous dis, si vous allez vous faire... Si l'institution se fait financer à un taux de 8 à 10%. Maintenant, vous prenez le coût des ressources. C'est vrai. Si vous financez 100 personnes, il y a une partie qui ne vont pas payer. C'est les, je ne sais pas, vous comprenez un peu, c'est les provisions et les pertes. Oui. Les provisions et les pertes constituent la structure aussi, une partie de la structure du taux de sortie. Il y a les frais généraux, les salariés, les loyers que vous payez, Oui. les agences, tout ça, ça rentre dans le En tout cas, les banques, qu'elles soient des banques classiques ou les microfinances, Oui. ont toujours des explications que les usagers ne comprennent pas. Oui. Mais vous avez dit tantôt que vous misez également sur l'épargne pour pouvoir financer. Oui. Mais aujourd'hui, on a vu que nous sommes dans un contexte de coronavirus qui a pratiquement impacté tous les secteurs de la vie économique, l'informel, les petites et moyennes entreprises. S'il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas de rentrée d'argent. Alors, comment est-ce que vous allez fonctionner? Ok, vous posez une question très pertinente. Aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'un des effets de la pandémie du coronavirus, Oui. c'est le fait que cette maladie en fait, a un impact sur l'offre et la demande intérieure. Donc, le coronavirus, sa différence avec les autres crises financières et économiques, c'est que ça impacte l'économie réelle. Alors que si vous comprenez bien l'activité des institutions de microfinance, c'est que les institutions financent directement l'économie réelle. Aujourd'hui, du fait que les clients ont des problèmes pour se déplacer, du fait que les clients aussi, leurs revenus sont impactés. Vous voyez, les migrants voilà, seront impactés. C'est eux qui un peu financent les ménages à l'intérieur pour qu'ils consomment. Donc, ce que vous dites, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est un retrait massif d'épargne. Alors que nous, au niveau de l'association professionnelle des institutions de microfinance, on s'est réunis dans le cadre d'un comité de veille pour adresser toutes les conséquences et les difficultés qui seront vraiment induites par le Covid-19, à savoir une baisse des ressources. Oui. Ce qui veut dire que s'il y a des retraits d'épargne, Oui. ils ne seront plus à mesure d'être financés. Non, rien. Donc, nous attendons à des retraits d'épargne massifs, certes, mais... Ce n'est pas encore le cas. Non, pour le moment, ce n'est pas encore le cas, mais nous y allons directement. Parce qu'aujourd'hui, si les clients arrivaient à retirer de l'épargne pour pouvoir subvenir à leurs besoins du fait des problèmes que nous savons, de mobilité, de baisse de productivité. Quelles sont les alternatives? Donc, les alternatives, c'est aujourd'hui, au niveau du secteur, on est en train de réfléchir au niveau interne sur des simulations qu'on appelle des stress testing pour voir comment la crise va impacter notre liquidité. Forcément, la crise va impacter la liquidité des SFD. Donc, à partir de ce moment, puisqu'on a des partenaires, je vous ai parlé de nos partenaires, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, on va leur soumettre, n'est-ce pas, les gaps de liquidité qui vont résulter de ces problèmes, des impacts du Covid-19. À partir de ce moment, on va maintenant voir comment pouvoir accompagner les clients, non seulement dans les activités, parce qu'au niveau du secteur, on a sérieux les activités en deux. Il y a des activités qui sont négativement impactées par le Covid-19. Il y a des activités qui vont être boostées par le Covid-19 du fait des opportunités que cela présente. C'est un certain nombre d'activités que nous avons énumérées. Donc ces activités-là, on va les continuer à les accompagner. Sinon, l'économie va s'affaisser. Donc au niveau de l'association professionnelle, on a discuté pour pouvoir accompagner ces activités-là. N'est-ce pas, comme je vous ai dit, on va essayer de faire des simulations qu'il faut et voir nos partenaires, aussi bien l'État aussi. On a fait un mémorandum qu'on a adressé à l'État pour lui demander que l'État ne peut pas laisser le secteur s'effondrer. L'État fait partie de vos partenaires. Oui, l'État, fait partie de nos partenaires. L'État, en fait, si le secteur est arrivé à être le premier secteur au rang, n'est-ce pas, au niveau de l'UEMOA, parce que le secteur de la microfinance au Sénégal est au premier rang, n'est-ce pas, de la microfinance dans l'UEMOA. En termes de nombre de clients. Oui, parce que l'État a toujours supporté le secteur. Depuis le début, depuis les années 90, avec la faillite des systèmes bancaires, l'État a mis en place toutes les politiques, la réglementation et les appuis qu'il faut pour que le secteur arrive à être un secteur crédible, viable et un secteur qui est à côté des populations pour les accompagner dans leurs activités. Donc l'État aussi, on lui a adressé un mémorandum, n'est-ce pas, en lui listant un certain nombre
de pistes d'intervention, nos bailleurs de même, la BCAO de même et notre tutelle, la DERES. Donc je pense que les problèmes que vous évoquez là sont en train d'être adressés. Voilà, et puis nous pensons que nous pouvons trouver les moyens d'accompagner les clients dans la crise. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, les travailleurs de ce système financier ne risquent pas de perdre leur emploi au vu de ce qui se passe? Oui, oui, donc en fait, aujourd'hui on est au début de la crise. En fait, les pertes d'emploi en fait, viennent du fait que un certain nombre, en fait, quand une entreprise a des difficultés qui l'amènent vers la cessation de paiement, à un niveau de liquidité qu'il ne peut plus payer ses employés. Comme je vous ai dit aujourd'hui, nous, on est en train de faire les simulations pour voir ces gaps de liquidité-là, comment les combler. Comment les combler aussi bien par nos bailleurs, par l'État, etc., etc. Dans le cadre du fonds Covid-19, on est en train de discuter avec les autorités pour voir comment l'État pourrait mettre un fonds qui permettrait de refinancer les SFD dans la crise. Le temps qu'on dépasse la crise et que l'activité reprenne, parce que le secteur de la microfinance est un secteur viable. N'est-ce pas? Le fonds de commerce des clients seront toujours là. Donc on est en train de réfléchir là-dessus. Vous êtes en train de réfléchir, tout est basé sur des simulations. Est-ce que vous vous attendez au pire? Non, oui, comme tout le monde. Quand une crise démarre, en fait, tout ce qu'on peut faire, c'est des scénarios. Il y a des scénarios, n'est-ce pas, pessimistes qu'on va prendre et des scénarios optimistes. Maintenant, pour chaque scénario, nous allons nous préparer à voir quelles sont les modalités pratiques à mettre en œuvre pour atténuer les effets de ces scénarios. Donc, il faut être proactif. C'est pourquoi, au niveau de la PSFD, nous, depuis le début de la crise, on a été proactif. Je pense qu'on a eu une intervention sur la RFM, RFM midi un samedi, où on a un peu exposé en fait, les axes sur lesquels on travaille le comité de crise de la PSFD. Je pense que tous les problèmes que vous évoquez sont en train d'être pris en charge. On est en train de voir nos bailleurs à l'étranger, de voir aussi avec l'État, la Banque centrale, quelles sont les mesures, n'est-ce pas, qui peuvent être prises pour que les effets négatifs de la crise puissent être atténués, afin qu'après la crise, qu'on puisse redémarrer de plus belle et que les populations à bas revenus que nous adressons ne soient plus sevrées, qu'ils continuent à exercer leurs activités et à vaquer à leurs occupations. Est-ce que les salaires des travailleurs ne sont pas menacés? Non, 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 je ne pense pas. Pour le moment, il est trop tôt de le dire au niveau de la DSFD, que les salaires des travailleurs sont menacés. Il est trop tôt, n'est-ce pas, de le dire. Mais nous ferons, n'est-ce pas, de notre mieux pour que ces effets-là soient anticipés et vraiment soit géré de façon... Et puis nous espérons que la crise ne va pas durer aussi très longtemps. C'est ça que nous espérons. À 1 mois et plus de cette crise du Covid-19, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. C'est pourquoi, comme je vous ai dit dans les analyses que nous faisons, je vous dirais qu'on a en fait gelé dans les simulations, on a gelé les investissements, tous les investissements. Il y a eu des coupes sombres qu'on a faites sur les budgets de fonctionnement. Tout ça, c'est des éléments que nous mettons dans l'analyse pour pouvoir vraiment pour faire face aux conséquences éventuelles de la crise. Mais est-ce que vous pensez aujourd'hui à faire un moratoire de quelques mois aux gens qui vous doivent de l'argent? Très bien. Oui. Donc, je pense qu'au niveau de la PSFD, l'association professionnelle que je représente aujourd'hui, n'a pas attendu même en fait une circulaire ou un communiqué de notre tutelle, des autorités monétaires ou de l'État pour commencer à réfléchir sur les voies et moyens qu'il fallait trouver pour alléger un peu les difficultés de nos clients qui sont souvent des micro, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les micro-entreprises. Oui. Ce qu'on a fait au niveau de la PSFD, on a déjà mis en place le comité de crise qui a travaillé depuis le 28 mars sur un peu les reports d'échéance. Donc avant que la BCAO ne sorte son communiqué, nous avions déjà de façon consensuelle pris une décision de place consistant à dire que nous allons vers les reports d'échéance, n'est-ce pas, pour permettre aux clients sur 3 mois de pouvoir, n'est-ce pas, souffler et de pouvoir aménager leurs activités. Donc la décision est déjà prise. Le communiqué devait même sortir avant même, il y a 3 jours. À partir de quel mois? À partir de ce mois, les clients qui vous doivent de l'argent peuvent souffler 3 mois. Non, non, aujourd'hui, le mois est entamé. Ce mois-ci, les échéances sont passées. Oui. Le mois est entamé. On est aujourd'hui le 17, n'est-ce pas? Le 17. Donc les échéances, souvent, c'est le 1er, le 5, le 10. Donc, on va entrer en vigueur. Mais il faut préciser, conformément au communiqué de la Banque centrale, que les reports d'échéance portent sur
les activités des clients qui sont impactés par le Covid-19, premièrement, il faut que ça soit des créances saines, n'est-ce pas? Pas tous les clients qui devraient rembourser. Oui, c'est normal. Il faut que ça soit, le deuxième critère, que ça soit des créances saines, impactées par le Covid-19, et puis ça doit se faire au cas par cas. Les créances saines, ça veut dire qu'aujourd'hui, Mme Binta Diallo a un crédit, n'est-ce pas, qu'elle rembourse normalement. Maintenant, au moment de la crise, elle n'a jamais eu de retard. Les bons payeurs. Les bons payeurs, quoi. Il faut que ça soit des créances saines. Que tu n'aies pas un crédit en souffrance, quoi, en contentieux, etc. C'est des créances saines, n'est-ce pas? Donc, il faut que ça soit des créances saines et que ça soit au cas par cas. Mais les clients qui peuvent rembourser, dont les activités ont pignon sur rue et puis qui marchent durant la crise, vont rembourser. Et puis, c'est ça qui est normal. Parce que le report d'échéance n'est pas, en fait, un effacement d'une dette. On ne fait que décaler les échéances. On diffère le temps de traverser la crise. C'est comme un différé. Quand vous avez un crédit initialement, on vous donne un différé de 3 mois. C'est à partir du 3e qu'on commence à rembourser. Maintenant, là, le différé vient de façon intercalaire. Donc, on reporte les échéances de 3 mois, mais les gens vont connaître après. Si vous avez un crédit qui devait faire 12 mois, ça va faire 15 mois. C'est tout simplement ça. Donc, ce qui veut dire que ceux qui sont capables de payer, vont payer. Parce qu'il faut savoir que entre les institutions de microfinance, comme je l'ai dit, et les clients, c'est deux, en fait, piliers d'une bâtisse. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Aujourd'hui, les institutions de microfinance que nous sommes sont un instrument financier à la disposition des populations qui gèrent des activités d'auto-emploi génératrices de revenus. Si aujourd'hui, ces clients-là ne sont pas à côté, ne s'approprient pas ces institutions et se battent pour qu'après la crise, qu'elles continuent à avoir un instrument fiable, viable et crédible pour qu'on ait à faire les activités, nous, on n'est que des salariés, on n'a qu'un salaire. N'est-ce pas? Si nos contrats terminent, on part, si on passe à la retard. Alors que dans la microfinance, vous voyez quelqu'un qui bénéficie de crédit jusqu'à 63 ans, 65 ans, il amène son fils qui continue le business sur la base de sa crédibilité. Donc, c'est un instrument qui est à la disposition des populations. Donc, les populations doivent faire tout pour soutenir ces institutions, pour que ces gestions-là puissent continuer à traverser cette crise et à devenir résilientes après la crise. En tout cas, vous avez tenu un discours rassurant à l'endroit de vos clients et à l'endroit même des travailleurs de ces secteurs de système financier qui travaillent dans ce système financier. C'est donc tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions d'avoir été là. Monsieur Souleymane Sarr, vous êtes membre du conseil d'administration de l'Association des professionnels des systèmes financiers décentralisés. Voilà, mesdames